2008, je me trouvais à Pékin avec une équipe de France Télévisions pour filmer un documentaire sur les problèmes de désertification en Chine. Nous étions là peu de temps avant les Jeux Olympiques de Pékin. Manifestement, il y avait des tas de préparatifs pour les Jeux Olympiques qui allaient débuter le mois d'après. On a eu énormément de problèmes à tourner ce documentaire. Le problème tout simple qu'on a eu, c'est qu'il pleuvait tout le temps. Et que pour la télévision, c'est impossible de tourner un documentaire sur la désertification sous la pluie. Et donc j'ai passé des jours et des jours coincé dans une chambre d'hôtel avec deux journalistes de France Télé qui se lamentaient du fait que la météo annonçait du beau temps et que chaque jour, pile au moment où on commençait à tourner, il pleuvait. Il y avait une raison très simple à cela, c'est que le gouvernement chinois faisait pleuvoir. Une des grosses craintes du Comité olympique international à l'époque était que la pollution de l'air à Pékin était trop importante, que ça risquait d'affecter les performances des athlètes, qu'on ne courrait pas aussi vite, qu'on ne sauterait pas aussi haut, et que donc il fallait absolument faire redescendre le niveau de pollution atmosphérique à Pékin. Et donc le gouvernement chinois avait une solution tout simple. Chaque matin, ils envoyaient des avions saupoudrer les nuages de cristaux d'argent, et il pleuvait. Et tous les jours, il pleuvait. Et ça a bien marché. On a battu des records du monde à Pékin, et le niveau de pollution atmosphérique dans l'air a effectivement baissé à l'approche des Jeux Olympiques. Cet été, j'étais en vacances dans la région de Sauternes, là où on produit le vin homonyme. Et comme tous les gens qui sont en vacances dans la région de Sauternes, qu'est-ce qu'on fait? On boit du Sauterne. Et donc, on faisait le tour des vignerons, et comme à chaque fois qu'on va acheter du vin chez des vignerons, ils vantent évidemment les qualités incomparables du sol, du climat, l'alchimie délicate pour réaliser le vin, pour réaliser les arômes, etc. Toute une série de raisons qui justifient qu'ils vendent leur vin 3 fois plus cher que celui qu'on trouve au magasin d'à côté ou chez le viticulteur d'à côté. Et il faut savoir que Sauternes, en fait, c'est une petite parcelle de terre. En fait. Le Sauternes est produit sur quelques hectares, et en fait, les producteurs de Sauternes se connaissent tous plus ou moins et forment un peu le club des producteurs de Sauternes. Et je leur posais ma question rituelle des vacances. Est-ce que vous êtes très affecté par le changement climatique? Est-ce que le changement climatique va affecter beaucoup votre production? Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez? Et ils me disent non, pas tellement. On fait pleuvoir. Et c'est comme ça que j'ai réalisé qu'un des producteurs du coin avait un petit avion, qu'il avait des cristaux d'argent, et que quand il y avait trop de jours sans pluie, quand il fallait faire pleuvoir, eh bien, il prenait son petit avion, il allait saupoudrer ses cristaux d'argent dans les nuages, et il pleuvait sur la région de Sauternes. Et donc ces gens, depuis des années et des années, faisaient de la géo-ingénierie. Le Sauternes que vous buvez avec votre foie gras a été produit grâce à de la géo-ingénierie. Et alors, je me dis, au fond, si on fait déjà de la géo-ingénierie pour des motifs un peu futiles, garantir la qualité du Sauternes, garantir des records olympiques aux Jeux Olympiques, est-ce que franchement, ça ne vaudrait pas le coup de le faire pour des gens qui en auraient vraiment besoin? Mes recherches consistent à étudier les populations qui sont affectées par des changements environnementaux, notamment des sécheresses. Je me dis, si on peut faire pleuvoir pour du Sauternes ou des Jeux Olympiques, est-ce que franchement, ça ne vaudrait pas le coup de le faire aussi pour des gens qui sont affectés par des sécheresses, par exemple, et qui le seront de plus en plus dans les années à venir? Et donc, quand on y pense, de prime abord, il y a plein de bonnes raisons de se lancer dans la géo-ingénierie. Plein de raisons tout à fait valables de se dire qu'au fond, oui, il y a énormément de bénéfices qui pourraient être associés à la géo-ingénierie. Une autre raison pourrait se dire, finalement, s'opposer à la géo-ingénierie, c'est être très optimiste quant à nos capacités de limiter le changement climatique et quant à nos capacités de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Je suis, quant à moi, très pessimiste quant à nos capacités de le faire. Clave aussi est très pessimiste. Son précédent livre s'appelle « Requiem pour l'espèce humaine ». Nos émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial continuent à augmenter d'à peu près 3% chaque année. Et donc, depuis les années qu'on se dit qu'il faut absolument réduire nos émissions,
force est de constater que ça n'arrive pas, que nos émissions continuent à augmenter. Pendant longtemps, je me suis dit, une catastrophe climatique majeure va faire réfléchir les gens. J'ai abandonné cette idée. Je ne crois plus aujourd'hui à la pédagogie de la catastrophe. C'est sans doute depuis que j'ai étudié la catastrophe de Fukushima, c'est sans doute la pire catastrophe qu'on puisse imaginer pour l'industrie nucléaire au Japon. Un an après la catastrophe, l'industrie nucléaire japonaise était repartie à plein régime. Et donc, étant de nature très pessimiste quant à nos capacités à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, effectivement, j'aurais plutôt tendance à me dire, effectivement, il faut considérer sérieusement la géoingénierie et c'est peut-être de là que viendra la solution, parce que s'y opposer, ça implique forcément d'être optimiste quant à nos capacités de réduire le changement climatique. Une autre raison est celle que je constate lorsque je réalise des études sur le terrain auprès des populations affectées par les effets du changement climatique, où de plus en plus de gouvernements aujourd'hui déplacent de force des populations pour éviter que ces populations continuent à habiter dans des régions qui seront touchées par les impacts du changement climatique. Ça se fait en Chine, ça se fait au Vietnam, ça se fait au Mozambique, ça se fait dans plein d'autres pays. L'idée est de dire, vous habitez dans des régions qui sont trop dangereuses, on vous déplace de force. C'est ce que j'appelle de la démo-ingénierie. C'est-à-dire on déplace les gens d'un endroit à l'autre pour les faire habiter dans des régions qui seront moins dangereuses. Et je me dis finalement, est-ce que la géo-ingénierie n'est pas préférable à la démo-ingénierie? Une dernière raison peut-être, c'est un argument qu'on entend souvent, c'est de dire, si on ouvre la porte à la géo-ingénierie, quelque part on fournit une bonne excuse à tous ceux qui ne veulent pas réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, effectivement, les grandes compagnies pétrolières, Exxon ou British Petroleum, aujourd'hui soutiennent la géo-ingénierie, parce que c'est une bonne raison de ne pas changer de style d'économie, de ne pas changer de modèle de production, et c'est une bonne excuse pour éviter de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. En même temps, il faut aussi être pragmatique. Si on regarde toute une série d'autres sujets de société, toute une série d'autres débats délicats, si je prends par exemple la question de la prostitution, sûrement dans un monde idéal, la prostitution n'existerait pas. Force est pourtant de constater qu'elle existe. Et aujourd'hui, certains préconisent de légaliser la prostitution en disant c'est de toute façon un phénomène, un fait social qui existe, et donc essayons de voir comment on peut le réguler au mieux. Et on a effectivement l'argument, sans doute parfaitement valable, de ceux qui ne veulent pas entendre parler de la légalisation de la prostitution, en disant, en la légalisant, quelque part, vous légitimez l'activité de prostitution et vous empêchez de lutter contre la prostitution. Notre exemple, c'est sans doute la question des drogues dures. Je pense que quelqu'un a émis l'idée, il y a quelques mois, en Belgique, qu'on puisse légaliser les drogues dures. Tout le monde a poussé de hauts cris en disant « Oh là 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 là, vous légitimez l'usage des drogues dures ». Bien sûr, dans un monde idéal, on voudrait que les drogues dures n'existent pas. Force est pourtant de constater qu'elles existent et que donc il faut y trouver des solutions. Et puis, si on se met même dans le contexte du changement climatique, c'est aussi ce qu'on disait de l'adaptation au changement climatique. Au début des négociations sur le climat, quand on parlait de l'idée qu'on pourrait essayer de s'adapter aux impacts du changement climatique, tout le monde disait « Ouh là là, ne parlez surtout pas de ça, vous allez fournir une bonne excuse au gouvernement pour ne pas réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. » Pourtant, force était de constater que les impacts du changement climatique étaient déjà là et que même si on réduisait drastiquement nos émissions, une partie des impacts du changement climatique serait inévitable et que donc il allait falloir s'adapter, sinon ça allait être la catastrophe pour les populations les plus affectées. Et donc, il y a toute une série de choses, de politiques qu'on applique qui sont des maux nécessaires. L'adaptation est sans doute un mal nécessaire. Et donc, on peut se dire, à la lumière de tous ces arguments, est-ce que finalement, la géo-ingénierie ne serait pas un mal nécessaire? Est-ce que, vu l'accélération du changement climatique,
La hausse continue de nos émissions de gaz à effet de serre, manifestement notre incapacité à régler le problème de façon traditionnelle, est-ce que la géoingénierie n'est pas un mal nécessaire? Et puis il y a des raisons de ne pas le faire. Et la principale raison, à mon avis, tient au fait que le grand Schtroumpf a dit que c'était une mauvaise idée. Beaucoup d'entre vous pensent sûrement que c'est une des premières fois que vous entendez parler de géoingénierie. À mon avis, ce n'est pas tout à fait vrai, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Il y a un album des Schtroumpfs qui traite spécifiquement de cette question. Pendant toute la journée, j'ai essayé de me souvenir du nom de cet album. Je n'y suis pas arrivé, je serai très reconnaissant à la personne qui me fournira le nom de l'album après la conférence. Mais je me souviens assez bien de la façon dont l'histoire marchait. Il y a eu une période de sécheresse chez les Schtroumpfs. Le Schtroumpf paysan décide de faire pleuvoir. Au début, tout le monde est content et les récoltes s'améliorent. Et puis, il y a un truc qui coince dans le système se dérègle et finalement, toute une série de catastrophes climatiques affectent les Schtroumpfs et la météo est complètement déréglée. Et le grand Schtroumpf, à la fin, dit « J'avais bien dit qu'il ne fallait pas se lancer dans cette histoire. » Et quand on habite en Belgique, on sait bien que le grand Schtroumpf a toujours raison. Et il faut, je pense, parfois revenir à cette sagesse originelle des Schtroumpfs. En dehors de cet argument, que je considère comme un argument tout à fait valable et sérieux, il y a d'autres arguments qui paraîtront peut-être plus mineurs et plus secondaires pour s'opposer à la géogénérie. Le premier tient, à mon avis, à un problème de localité ou de globalité. On l'a dit, certaines solutions de géoingénierie ne sont pas globales, mais locales. Et les solutions locales peuvent apparaître comme davantage inoffensives que des solutions globales. Finalement, est-ce qu'on ne peut pas le faire à petite échelle pour certaines populations, pour certaines régions? Ça paraît finalement moins grave, moins sérieux que de le faire à l'échelle globale. Sauf qu'en matière de climat, ce que l'on fait dans un pays a très souvent des répercussions sur ce qu'on fait dans les autres pays. Et donc, j'imagine très facilement la possibilité qu'un pays décide d'appliquer une solution de géoingénierie locale et que le pays voisin soit très directement affecté par les impacts de cette solution de géoingénierie. C'est déjà le cas dans une certaine mesure avec les barrages. Aujourd'hui, le Bangladesh subit un très grand nombre d'inondations qui sont notamment imputables à la très grande quantité de barrages que l'Inde a construits sur les grands fleuves d'Asie du Sud. Et donc, alors que ces solutions locales pourraient paraître comme une première étape relativement inoffensive, à mon avis, elles comportent des dangers qui ne sont pas à sous-estimer. L'autre danger, à mon sens géopolitique, c'est de voir s'installer une nouvelle forme d'équilibre de la terreur, où différents pays développeraient des solutions de géoingénierie et pourraient potentiellement utiliser la menace d'employer la géoingénierie pour contraindre d'autres pays à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Je sais que ça paraît un peu un scénario de science-fiction, mais on peut imaginer que d'ici quelques dizaines d'années, la situation soit devenue suffisamment grave que pour que certains se résolvent à employer des méthodes assez contraignantes et coercitives pour pousser des pays récalcitrants à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc on pourrait tout à fait imaginer une sorte de nouvel équilibre de la terreur où la géoingénierie remplacerait la bombe nucléaire. Puisque aujourd'hui, et c'est sans doute aussi le problème insolvable de la géoingénierie, c'est qu'il n'y a aucun mécanisme de gouvernance globale qui puisse décider qui a le droit d'utiliser quel mécanisme, à partir de quel moment et dans quelles conditions. Puis encore, on est dans une situation où des individus eux-mêmes ou des conglomérats privés pourraient décider, sur la base d'un diagnostic qu'ils poseraient eux-mêmes, de recourir directement à la géoingénierie. Et donc on n'est même plus dans une situation où seuls des pays pourraient activer la géoingénierie, on est dans une situation où aujourd'hui, des firmes privées ou des ONG, c'est ce qui s'est passé il y a quelques mois au Canada, pourraient décider d'activer des mécanismes de géoingénierie. Et donc cette absence
de mécanismes de gouvernance globale me semble être une bonne raison pour nous éloigner de la géoingénierie. Et puis, il y a une raison encore plus fondamentale qui est peut-être encore supérieure à l'argument du grand Schtroumpf, c'est la question de l'irréversibilité. Dès lors qu'on se lance dans la géoingénierie, il faut continuer à le faire de façon continue. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire une fois et puis abandonner. Et en matière de géoingénierie, comme en matière de climat, comme en matière de déchets nucléaires, j'ai tendance à considérer que nous commettons une faute éthique profonde si nous imposons aux générations futures des mécanismes qui soient irréversibles. C'est la raison pour laquelle je pense que le changement climatique est aussi une faute morale profonde, parce que nous l'imposons aux générations futures. Et pour cette même raison, je pense que la géoingénierie est aussi une faute morale profonde, parce que nous l'imposerions aux générations futures. Et puis, et je reviens au Schtroumpf pour conclure, c'est que si jamais ça tourne mal, nous n'avons pas de plan B. Le problème des solutions de dernier ressort, c'est qu'une fois qu'elles ont été utilisées, si jamais ça tourne mal, il n'y a plus de dernier ressort, puisqu'elles étaient elles-mêmes la solution de dernier ressort. Et donc, il y a quelque chose de profondément inquiétant à l'idée que nous puissions construire des mécanismes par rapport aux accidents desquels nous n'aurions pas de solution. Et là encore, je pense qu'il y a une faute morale grave si nous construisons des projets ou des mécanismes sans avoir de solution de réparation, sans avoir de plan B. Reste finalement la question de savoir s'il faut quand même malgré tout faire de la recherche sur ces questions. Je fais partie en France d'un comité de l'Agence nationale de la recherche qui doit réfléchir au fait de savoir si la France doit se lancer dans un programme de recherche sur ces questions. Il y a un argument qui dit le privé fait déjà de la recherche et donc il faut contrebalancer cette recherche privée par une recherche publique dans l'intérêt général. Le problème, si on fait de la recherche sur ces questions, et c'est délicat pour un chercheur de dire qu'il y a des sujets tabous sur lesquels on ne doit pas faire de recherche, c'est que si on fait de la recherche sur ces questions, une fois que nous aurons les technologies, comme manifestement le business model est déjà bien en place et comme il y a des intérêts industriels considérables en jeu, c'est que si nous avons cette technologie à disposition, on voit mal ce qui nous empêcherait de les utiliser. Et donc là, je pense qu'on mettrait aussi le doigt dans un engrenage dangereux. Ceci pour dire qu'il y a beaucoup de bonnes raisons de faire de l'ingénierie. Il y a quelques mauvaises raisons, mais je pense que ces mauvaises raisons doivent prendre le pas sur les bonnes raisons. Voilà. Merci.